Bonsoir YouTube et bienvenue dans ce live où nous allons faire le jeu, le festival, enfin le livre-jeu Cthulhu. Le festival, je précise que ça m'a été offert par Chakos, l'éditeur du jeu, et qui me permet en plus d'en faire gagner un exemplaire à la fin de ce live. Si vous ratez ces lives, c'est dommage, vous ratez la possibilité de gagner des jeux. Je le rappelle, ce sont des livres dont vous êtes le héros, le chat va voter, etc. etc. Je ne vais pas relire l'intro. Voilà. Je vais relire l'intro du livre par contre. Introduction. Efficunt daemones ut quae non sunt sic tament quasi sint conspitanda omnibus exhibient. Les démons sont capables de faire voir aux hommes des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Issu d'une famille de notables d'Arkham, vous venez d'avoir 23 ans et de terminer vos humanités à l'université Miskatonic. Il y a peu, vous avez épousé une brillante étudiante en mathématiques qui, malheureusement, ne vous accompagnera pas dans ce périple à la découverte de vous-même en raison de sa grossesse avancée. Votre lignée remonte à l'aube de la colonisation de l'Amérique et la famille a toujours été, pour les vôtres, une priorité. Le portrait de votre arrière-grand-père orne la cheminée de vos parents, d'où il préside chaque rassemblement familial avec ses vêtements luxueux, ses yeux mi-clos et son ancestrale montre d'orfèvre suisse, gravée de symboles géométriques et d'arabesques indéchiffrables. Vos parents vous ont demandé de vous rendre dans l'ancienne cité où ils ont grandi pour le solstice d'hiver, qui précède la fête que les hommes appellent aujourd'hui Noël, même s'ils savent, au fond de leur cœur, qu'on célébrait la Yule bien avant l'existence de Bethléem, de la perfide Babylone, et de la mystérieuse Memphis, avant la naissance de l'humanité elle-même. Vous n'êtes jamais allé dans cette ville côtière qui a vu naître les vôtres, bien que vous ayez souvent rêvé de ce lieu au cours de votre vie. C'est là, depuis des origines, que votre famille célèbre le festival, même aux époques où il était interdit. Vous allez devoir prendre part à une cérémonie qui se produit tous les 100 ans, depuis que votre peuple s'est installé ici 3 siècles auparavant. Là, les habitants exigent de leurs fils, et des fils de leurs fils, qu'ils perpétuent le souvenir des secrets primordiaux. Votre voyage commence, page 1. Vous êtes loin de chez vous, et vous marchez, captivé par le charme de la mer orientale. La nuit commence à tomber lorsque vous entendez pour la première fois ces vagues se briser sur les rochers, qui ressemblent étonnamment à des motos au loin. À ce moment-là, vous prenez conscience que vous êtes tout proche. Vous vous trouvez de l'autre côté d'une colline, là où les silhouettes noueuses des saules se tordent, alors que scintillent dans le ciel les premières étoiles. Vous poursuivez votre route en foulant un tapis de neige fraîche sur un sentier qui semble s'élever, solitaire, vers Aldébaran, que vous voyez briller parmi les arbres. Aldébaran ou Aldébaran, je sais jamais. Avant de redescendre vers votre destination. Malgré la curiosité, vous vous sentez peu rassuré. Vous savez pertinemment que les vôtres sont un peuple étrange, mystérieux et secret. Ils viennent des insolents jardins méridionaux et parlaient une autre langue avant d'apprendre celle des pêcheurs aux yeux bleus. Aujourd'hui dispersés à travers le monde, seuls les réunissent ces mystérieux rituels que les autres êtres vivants ne peuvent pas comprendre. Putain, mais on est une goule ou quoi? C'est trop bien! Vous atteignez le sommet de la colline après avoir gravi une pente parfois abrupte qui aurait sûrement été exténuée n'importe quel marcheur. Votre gorge vous fait l'effet d'une grotte gelée et ce qui palpite dans votre poitrine ne semble plus être un organe vital. Comme la ville, il est engourdi par le froid qui annonce le crépuscule. Depuis la crête, vous contemplez Kingsport qui s'étend sous la neige. Ses vieilles girouettes, ses clochers, ses toits, ses cheminées, ses quais et ses ponts, ses saules et ses cimetières se découpent sur l'horizon. À ce moment-là, une évidence s'impose à vous.
Vous allez devoir suivre d'infinis méandres de ruelles escarpées, étroites et sinueuses, qui serpentent jusqu'à l'éminence au cœur de la cité, couronnée par une étrange église que le temps semble ne pas vouloir altérer. Vous continuez d'avancer et à côté de la route se dresse une butte aride, balayée par les vents. Vous ne tardez pas à remarquer qu'elle abrite un cimetière. Et quelque chose vous pousse à vous arrêter. Peut-être est-ce l'appel d'un ancêtre enterré là, bien que vous n'ayez jamais vraiment cru aux esprits. Vous savez que vos arrière-grands-parents ont été inhumés dans un mausolée situé dans un des vieux cimetières de Kingsport. Pourrait-il s'agir de celui-ci ? Vous vous demandez malgré tout s'il est bien prudent de vous y attarder à cette heure tardive. Alors, est-ce qu'on visite le cimetière ou est-ce qu'on continue notre route ? Premier vote, les gens, choisissez bien. Continuer ou cimetière. Je pense qu'on a une goule, hein. Putain, mais vous êtes attirés par le cimetière, quoi. Vous êtes vraiment des goules. Le cimetière était un piège, vous mourrez. Très bien. Vous vous persuadez qu'il est encore assez tôt pour satisfaire votre curiosité et découvrir si certains de vos ancêtres reposent dans ce cimetière. Vous vous dirigez vers l'entrée avec une telle assurance que votre propre courage vous surprend. En inspectant les lieux, vous remarquez qu'il n'y a pas la moindre trace de passage et que la grille de l'accès principal, bien qu'entrouverte, n'a pas été utilisée depuis longtemps. Les charnières sont rongées par la rouille. Vous n'avez pas d'autre choix que de pousser avec toutes les forces qui vous restent après votre longue marche d'Arkham à Kingsport. Le lourd portail n'oppose aucune résistance et s'ouvre avec une étonnante facilité comme s'il vous invitait à entrer. Vous faites 2 pas et quelque chose craque et se déforme sous vos pieds. Et comment est-ce possible ? Vous remarquez sur un sol couvert de brindilles desséchées, provenant sans doute des saules maladifs qui s'inclinent, tels des serviteurs de l'au-delà, au point de frôler le sol. D'accord, poursuivez la visite du cimetière, page 8. Oh, l'îlu est trop cool. L'endroit est si inquiétant que votre cœur finit par se réveiller et redonner vie à vos muscles engourdis. Vous percevez si nettement ces battements que vous avez l'impression de l'écouter cogner dans votre poitrine à l'aide d'un stéthoscope. À cette vitesse, il est même possible qu'il tente de jaillir par votre bouche, cette grotte glacée, où tout ce que vous avalez ressemble aux piqûres d'une centaine d'aiguilles. Vous vous tournez vers le cœur du cimetière. À l'exception du chemin sur lequel vous vous trouvez en ce moment, les lieux sont entièrement recouverts d'une couche de neige sale et piétinée. Les pierres tombales noires en jaillissent, tels les ongles pourris d'un gigantesque cadavre. Quelqu'un a dû déblayer l'allée avec les précipitations de la journée, mais sans passer par la grille que vous venez d'ouvrir. Vous avez fait déjà preuve d'assez de courage, il est temps d'entrer dans la ville. Mais si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le cimetière, continuez. Ok, bah la même chose, hein. Donc continuer, c'est la ville, d'accord ? Et cimetière, c'est continuer dans le cimetière, ok ? Donc 1, c'est la ville, 2, c'est le cimetière. Et il y a une îlu que je vous montre. Sympa, non ? En vrai, il est cool, un cimetière comme ça, moi j'y vais. Hein. J'apporte ! C'est le cimetière de la saison, enfin du 1er avril me pète. D'ailleurs, on parle du 1er avril me pète, mais le 1er avril de cette année était très cool quand même. Qui a fait les illus ? Ça doit être marqué quelque part. Les illus sont de Eliezer Meyer et Adrien Luca Hernandez. Un chouïa trop de placement de premier. Il n'y a aucun placement de premier, je crois. Après, les 10 croquetunes, elles sont disponibles en description. Très bien, on continue le cimetière. Page 20. Vous commencez à vous déplacer parmi les tombes
Quand vous remarquez que malgré les efforts déployés pour dégager les allées de la neige, les vivants s'aventurent rarement en ces lieux. Il n'y a aucune empreinte humaine, ni parfum de fleurs pour couvrir l'odeur de putréfaction des morts récents. Bien qu'elle ne soit pas étouffante, il flotte dans l'air un effluve âcre de décomposition qui s'intensifie au fur et à mesure que vous vous éloignez de la grille. L'obscurité de la nuit a choisi le sommet de cette butte pour entamer son rituel et elle engloutit peu à peu chaque recoin du cimetière. Il vous reste peu de temps pour découvrir l'endroit où gisent vos ancêtres avant que les ténèbres n'envahissent les lieux. Mais avant même de songer à faire demi-tour, vous tombez sur ce qui ressemble au cabanon à outils du fossoyeur. La porte est grande ouverte, des pioches et plus d'une demi-douzaine d'énormes pièges à animaux. Vous distinguez, des pelles, des pioches et plus d'une douzaine... Putain, j'ai sauté une part. La porte est grande ouverte et de là où vous vous tenez, vous distinguez des pelles, des pioches et plus d'une demi-douzaine d'énormes pièges à animaux. Excusez-moi. Le gardien se trouve peut-être à l'intérieur. Il pourrait vous aider à localiser la sépulture que vous tenez tant à découvrir. Voulez-vous tenter de le trouver ou souhaitez-vous poursuivre vos recherches seul? Continuer ou gardien? Moi je pense qu'on va aller voir le gardien, il va nous dire: ah, vous arrivez à temps! Tenez, prenez ce fusil! Il faut tuer tous les zombies qui sortent avant machin et ne pas briser la mascarade! Mais monsieur, mais je suis pas un vampire! Exactement, allez, bonne chance! Ah merde, je vais pas lancer le truc, excusez-moi. Le gardien? Ok. Vous m'étonnez. T'en fais pas, j'ai entendu qu'il y avait une strat. Yes. Alors c'est pas le gardien, c'est le fossoyeur. Mais bon, pareil. Je suis pas certain que ça soit une super idée de voir le fossoyeur. Il va certainement taper dans un mur. Le fossoyeur doit bien connaître le cimetière. Il saura certainement où vous indiquer le chemin du mausolée et vos ancêtres. De vos ancêtres. Vous entrez dans le cabanon, et il y fait si sombre que vous ne sauriez dire si vous êtes seul. Bonjour, il y a quelqu'un? Personne ne répond à votre appel, mais avant que vous ne tourniez les talons, un objet suspendu au plafond vous frôle les cheveux. Par réflexe, vous portez les mains à votre tête, puis agitez les bras, saisi par une peur sans doute causée par l'atmosphère ambiante et l'obscurité oppressante. Un éclair, clignotant, vous aveugle momentanément. Mais lorsque vos yeux s'adaptent à la lumière, votre intuition se confirme. Vous vous trouvez dans la remise où sont entreposés les outils du fossoyeur. C'est une petite pièce que vous inspectez d'un seul coup d'œil. Aucune trace de l'employé des lieux, heureusement. Vous ne distinguez que des scies, des pelles et des pioches accrochées au mur, ainsi que quelques faucilles et râteaux destinés à éliminer les mauvaises herbes. Au fond, face à la porte, trône une haute table en bois où sont disposés différents objets. Est-ce un revolver que vous voyez là? C'est indiscret, mais un simple coup d'œil n'a jamais fait de mal à personne. Vous décidez de fureter, page 55. Ok. Je viens de voir un truc sympa là. Oh, 3 choix les gens. Maintenant que vous êtes arrivé là, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? La table est particulièrement haute, semblable à un établi de menuisier pourvu de pieds solides et larges étagères. Sur le plateau repose un revolver Peacemaker à canon court, accompagné d'une poignée de balles. Il est si poussiéreux qu'on distingue à peine les reliefs du châssis et l'inscription grossière qui figure sur la crosse. Il semble que quelqu'un, sans grand talent pour l'écriture, ait voulu y laisser sa marque. Vous déchiffrez un M. Peut-être s'agit-il de l'initiale du gardien. L'arme serait-elle la vieille amie qui lui tient compagnie lors de ses rondes nocturnes? En poursuivant votre inspection, vous dénichez un trousseau de clés rouillées ainsi qu'une vieille lampe torche qui semble encore en état de marche, bien qu'elle n'en ait peut-être plus pour longtemps. Vous remarquez aussi un grand marteau qui doit peser plus de 5 livres.
Son manche est couvert d'étranges éclaboussures poisseuses qui empestent la mort et, sur sa tête, vous croyez distinguer des morceaux desséchés du cadavre d'un animal. Ce M a certainement fait bon usage de cet outil. Sur l'étagère inférieure de l'établi sont entassés, tels d'une armée de mâchoires assoiffées de sang, une dizaine d'énormes pièges, et vous en comptez autant accrochés au mur. Manifestement, il n'y a pas que des Maccabées que le fossoyeur s'évertue à éradiquer de son territoire. A-t-il réussi ? Peut-être est-il temps de partir, mais pourquoi ne pas emporter quelque chose ? Si vous préférez ne rien prendre et explorer davantage le cimetière, si vous envisagez de choisir un objet, ou si vous trouvez qu'il se fait tard et qu'il vaut mieux vous rendre en ville. Ok. Donc. Cimetière, objet, ville. Allez. C'est bon. M-O-S-K-E-M. Ça ne veut rien dire. Évidemment. Vous voulez le gun, bande de petits bâtards. Évidemment que vous voulez le gun. Allez, c'est parti. 66. Ces objets ne manqueront pas au dénommé M. De toute évidence, il y a longtemps qu'il ne s'est pas servi de son arme, qui pourrait vous être utile si vous tombez sur l'une des créatures qui a tenté de capturer avec ses pièges. Cela dit, l'énorme marteau sera peut-être encore plus efficace. D'autant plus qu'il a manifestement été utilisé à bon escient. D'un autre côté, la nuit commence à engloutir la cime des saules noueux et bientôt le voile de l'obscurité ne vous permettra plus de distinguer quoi que ce soit. Aussi, la lampe torche pourrait-elle se révéler le meilleur allié pour vous aider à atteindre Kingsport. Mais vous vous souvenez que les mausolées sont généralement fermés à clé afin d'éviter les profanations, très fréquentes, dans certaines régions côtières. Il serait dommage de parvenir à la porte du caveau de vos ancêtres et de ne pas pouvoir y entrer. La clé de leur ultime demeure se trouvait-elle sur ce trousseau ? Choisissez 2 objets, notez-les pour suivre votre périple. Ok. Donc. Quels objets ? Revolver, marteau, lampe, clé. On va faire 2 tours. Mais pourquoi on voudrait rentrer dans le mausolée, les gens ? Je comprends pas votre but, en fait. Ok, la clé. Très bien. 2e tour. Parce qu'il y a un mausolée. Mais oui, mais... Aussi bien vous allez voter immédiatement d'aller en ville. Ça va être débile. La lampe semble votre choix préféré. Je laisse un petit peu de temps pour encore voter, mais... Ah, le marteau est à égalité, les gens. 5, 4, 3, 2, 1. Putain, nique ta mère. Bon, il y avait plus de 3 après, donc je vais dire que c'était la lampe. On retourne page 11. Vous laissez derrière vous le cabanon du gardien et poursuivez votre déambulation entre les sépultures de la partie haute du cimetière, celle des habitants les plus fortunés de Kingsport. Même dans la mort, les puissants occupent la meilleure place, car il ne fait aucun doute qu'au crépuscule, la vue sur la ville maritime depuis le sommet de cette butte est à couper le souffle. Vous déchiffrez les noms d'anciennes familles sans parvenir à trouver ceux des vôtres. La plupart des dalles sont gravées des dates de naissance et de mort d'adultes, de nobles âgés. Mais l'une d'elles sort du lot. Elle scelle une tombe particulièrement petite, couronnée d'une sculpture étonnante, bouleversante même.
Tout porte à croire qu'elle abrite le corps d'un enfant. Vous vous approchez et dégagez à main nue la neige molle qui recouvre la pierre tombale jusqu'à révéler l'inscription « Ici s'élève le dernier souvenir de sa mère en son honneur ». Saisi d'un frisson, vous retirez la main. Vous vous trouvez sur la tombe d'une fillette disparue un après-midi d'automne à l'âge de 6 ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Sur la dalle se tresse une statue représentant l'enfant agenouillé devant un panier de poires. Vous vous penchez aussi près que possible pour observer ses traits, sans savoir comment vous pouvez connaître ces détails macabres. Soudain, vous sursautez. Quelque chose vient de vous frôler la jambe. Heureusement qu'on a un marteau et un gun, non ? La respiration saccadée, vous remarquez qu'une brume épaisse tapisse maintenant le sol du cimetière, comme si les tombes exaltaient un souffle spectral. Il est indéniable qu'une chose énorme est passée à côté de vous sous le couvert du brouillard. Le frôlement sur votre mollet vous a inspiré un dégoût contre nature. Pour fuir cette nébulosité, vous montez sur la pierre tombale de la fille aux poires. D'aussi près, vous distinguez nettement le visage de l'enfant. Il est sculpté avec un réalisme saisissant, presque troublant. La fillette, à la tête pleine de boucles et son sourire légèrement incliné vers les étoiles, laisse entrevoir des dents minuscules, aux bords étrangement tranchants. S'il ne s'agissait pas d'une statue, vous iriez presque jusqu'à dire que vous l'entendez respirer. Vous tendez l'oreille. Et le son se fait plus clair, ce doit être le sifflement du vent dans les arbres. Pourtant, dans la faible clarté du crépuscule, les saules sont complètement immobiles. Vous restez sur vos gardes. Vous êtes persuadé d'entendre un bruit comme un murmure, un souffle. Peut-être appartient-il à la créature qui vous a frôlé, et ce n'est pas de la couardise de craindre qu'elle vienne si vous pénétrez dans la brume. Le chuchotement résonne encore à vos oreilles, semblant provenir d'une crypte située à moins de 20 pas. Si vous souhaitez découvrir la source de ce son, si vous préférez continuer d'explorer le cimetière, ou si vous s'y mettez, retournez en ville. Ok. Très bien. Son, cimetière, ville. Le fait que j'ai l'impression que la ville, ça va durer beaucoup plus longtemps et qu'on est vraiment dans un truc secondaire. Je pense que si on suit le bruit, on a un trésor. Vous êtes complètement fou. Un trésor. C'est quoi le trésor ? La mort ? Vous connaissez Lovecraft ou c'est votre première fois ? Et je pense qu'il va y avoir un trésor à moi. Ah, moi j'ai noté trésor. Hein. Allez, le son. Pardon. J'ai le livre à l'envers. 25. Ce bruit entêtant est entré dans votre crâne et vous allez devenir fou si vous n'en découvrez pas l'origine. Alors, sans plus attendre, vous descendez de votre perchoir pour vous tourner vers la petite fille qui vous tient compagnie depuis quelques minutes et vous prenez congé d'une tape affectueuse sur la tête. Comme si vous l'aviez toujours connue. Vous auriez même plongé les doigts dans ses boucles si elles n'étaient pas de pierre. Vous êtes convaincu que le murmure provient de cette crypte. De là où vous êtes, elle ressemble à une construction sinueuse. Elle se déploie vers l'infini de la nuit, y compris son dôme arrondi dont le bord supérieur rompt sa ligne de fuite pour s'étirer encore plus vers les cieux. Entre les arbres et l'obscurité, vous ne distinguez pas sa forme exacte. Vous vous en approchez donc à pas lents. Le son s'amplifie. Désormais, plus aucun doute n'est possible et il provient de cet endroit. Lorsque vous n'êtes plus qu'à quelques pieds, les motifs sculptés dans la pierre vous apparaissent nettement. Ce caveau est différent des autres. Il est beaucoup trop grand et sa façade ondule tellement il semble à 2 doigts de s'écrouler. Seul le sommet de l'édifice, taillé dans un bloc de marbre, semble encore solide. Sur le fronton est représentée une chaîne brisée, dirigée vers le ciel. Un maillon manque. Et en dessous est inscrit un nom qui ne vous est pas inconnu. Trémoth. Vous jetez un regard alentour. Bien que ces sépultures se trouvent à l'intérieur du cimetière, elles se dressent à plusieurs pieds au-dessus des autres, comme si on l'avait construite à l'écart, de sorte
que ce qui y repose n'ait aucun contact avec ses voisins, dans ce monde comme dans l'autre. Cette irrépressible conscience de l'occulte éveille en vous un malaise que vous ne pourrez apaiser qu'en pénétrant à l'intérieur. Essayez d'entrer dans la crypte ou, maintenant que vous avez découvert la provenance du son, se barrer. Sérieusement les gens, si vous vous barrez maintenant, je vous déteste. Restons dans le cimetière jusqu'au printemps. Non mais les gens, votez pas 2, vous êtes des sacs à merde. Sérieusement, les gens qui votaient 2, vous êtes des sacs à merde. Je vous méprise en tant que personne. Je vous le dis. Tous ceux qui ont voté 2, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Ça me saoule. Vous méritez pas d'être là en fait. Très bien. C'est le numéro 1 qui gagne, bien sûr. Crypte, page 42. Le loquet de la porte rustique arbore les serres entrelacées d'un vautour, veillant sur un bouton de bronze crénelé et scintillant. D'une légère bourrasque, la brise tourbillonne. Nantes qui balaie le sommet de l'édifice fait grincer le portail archaïque. Lentement, il s'en trouve dégageant un espace suffisant pour vous permettre d'entrer sans difficulté. Sitôt que vous posez un pied à l'intérieur de la crypte, le son cesse. Mais ce que vous découvrez vous déconcerte encore davantage. Vous êtes dans un lieu bien plus vaste qu'il n'y paraît de l'extérieur, une pièce dépourvue d'angle, entourée de vitraux arqués partant du sol, surmontée de branches d'érable faibles, de branches d'érable tordues formant des nœuds gordiens. La luminosité est si faible que vous ne distinguez pas la fin de ces parois poussiéreuses. Vous ne voyez, dans une saisissante clarté, que la corde d'une potence suspendue dans l'obscurité infinie au beau milieu de la salle. Les histoires de vos ancêtres que vous pensiez oublier vous reviennent en mémoire. Étonnamment fraîches, elles vous rappellent que certains d'entre eux ont trouvé la mort de cette manière. Ainsi, en 1692, 4 de vos parents ont été pendus, accusés à tort, du moins à vous le supposez, de sorcellerie. Ok, continue en 53. La faible lueur qui entre par chaque fenêtre converge sur cette corde. Peut-être une façon de tenter de dissiper les ténèbres dans lesquelles elle plonge quiconque la contemple et songe aux horreurs qu'elle évoque. Il n'est pas absurde de supposer que la respiration que vous avez entendue provient des derniers soupirs de ses victimes. Sous la corde sans ombre se trouve une trappe. Un mince ray de lumière verdâtre filtre par ses contours. Le cadenas en fer forgé qui la maintient fermée semble fragile et rouillé. Pour autant, il ne sera pas facile à forcer. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, vous pourriez découvrir la source de cette incandescence, et peut-être même du bruit intrigant qui en provient. Une planche de bois se trouve adossée au mur, légèrement éclairée. Elle est tachée de débris qui empestent les excréments. Malgré l'étrangeté de sa présence en ce lieu, vous êtes certain qu'elle faisait partie d'un échafaud. Ce nom de famille, Trémoth, vous êtes sûr d'avoir entendu des histoires à son sujet qui, en cet instant, vous échappent. Peut-être que ce qui se trouve sous vos pieds réveillera vos souvenirs. Si vous avez trouvé un trousseau de clés, tentez d'ouvrir. Si vous avez des outils, tentez de forcer. Vous ne disposez aucun d'objet susceptible pour vous aider, vous poursuivez. On a le trousseau de clés, donc j'estime qu'on ouvre. 30. Au bout de quelques pas, vous surplombez la trappe située au centre de l'étrange crypte. Désireux d'apaiser votre curiosité, vous vous accroupissez sous la potence. La lueur verdâtre s'accompagne d'un liquide poisseux qui sointe de la plaque qui obture cet étrange soupirail semblable à une bouche d'égout. Bien qu'ancien, le cadenas est mieux conservé que vous ne le pensiez et vous ne parviendriez pas à le briser. Vous n'avez pas d'autre choix que de fouiller parmi les clés pour découvrir ce qui se cache là-dessous. Le cliquetis du trousseau résonne dans la nuit silencieuse et, avant que vous ne trouviez la bonne, la trappe se met à trembler, comme si quelque chose ou quelqu'un poussait par en dessous, ou plutôt la grattait. D'un bond, vous vous éloignez de ce portail vers un autre monde que vous venez de réveiller. Les morts tenteraient-ils de sortir de leur tombeau? C'est insensé. Et si le pauvre fossoyeur s'était retrouvé piégé là et avait besoin de votre aide, peut-être
Devriez-vous continuer de chercher la bonne clé? Sérieusement. Allez, ouvrez. Ouvrez. Ouvrez la crypte des morts. Qu'est-ce qui peut nous arriver au pire? Mourir? On a été tué, littéralement déchiqueté par des migots. On va dans la crypte, let's go. C'est un trésor là-dessous. Arrêtez avec votre trésor, bordel! Page 6. Quelle que soit la nature de l'être emprisonné derrière la trappe, il semble s'être calmé et ne gratte plus avec autant de virulence le panneau de bois qui vous sépare. Nerveux, vous finissez par trouver la bonne clé après plusieurs tentatives. Vous auriez pu l'identifier plus tôt car, non seulement elle présente encore ses dorures d'antan, mais sur son anneau est gravée la même chaîne que celle qui figure sur le fronton de la crypte, entourant la lettre T. Vous finissez de tourner la clé et vous apprêtez à retirer le cadenas quand un coup de vent soulève autour de vous des nuages de poussière qui s'infiltrent par les fissures du plafond et des murs. Vous avez du mal à garder les yeux ouverts, mais vous sentez se lever une aura malveillante au milieu de ces volutes nauséabondes. Lorsque le tourbillon s'apaise, le spectacle que vous découvrez vous pétrifie. Une créature colossale, de plus de 7 pieds de haut, se tient accroupie devant vous. Elle vous renifle sans vous toucher et pendant quelques instants, qui vous paraissent durer une éternité, elle plante dans les vôtres ses yeux, orbite des nuées de vie. Puisque l'apparition semble aussi sidérée que vous pouvez vous enfuir ou rester immobile, afin de découvrir ce qu'elle vous veut. 7 pieds de haut, c'est pas Herc, hein, je vous le dis tout de suite. C'est grand-papy, mais moi je dis c'est grand-papy. Papy! Ah! Papy, papy! Et oui, on va taper la discute. Allez. Allez les gens, on est là pour taper la discute un peu. Alors je tiens à dire que sur l'autre page, il y a littéralement Oscaro. Et c'est l'autre page. 94. Tout autre que vous aurait pris ses jambes à son cou, ou se serait prosterné suppliant qu'on lui offre une mort rapide. Mais il y a quelque chose dans le regard de cet être qui vous est familier. Face à ces orbites vides, la mémoire vous revient peu à peu. Tout est clair désormais. C'est votre oncle qui s'est chargé de faire quitter l'Angleterre au fils Trémoth, né de la cataplepsie mortuaire de sa mère, pour le mettre en lieu sûr de l'autre côté de l'Atlantique, dans un endroit secret. Un marché que votre famille, en tant que représentante de votre peuple, a conclu avec un désormais Shaldan. Vous étiez trop jeune à l'époque pour vous souvenir de l'échange entre votre père et votre oncle, mais vous les revoyez désormais dans la salle à manger de la vieille maison au pied de l'église, chuchotant, confessant des fautes qui consument l'esprit, impardonnables. D'une voix tremblante, ils évoquaient ces êtres démoniaques, cette hyène qui se nourrit des derniers soupirs de ceux qui quittent ce monde de douleur. Quoi ? 43. Si vous avez raison, vous ne succomberez pas à ces instincts prédateurs, du moins pas encore. Pour l'heure, vous êtes trop vivant au goût de ce charognard. Tout est clair désormais. L'ouverture permet de nourrir ce nécrophage des tombeaux. La corde qui pend, l'échafaud, la trappe fermée. Un approvisionnement constant en vermine, voleurs et sorciers pour le fils des Trémoth. Ce qui vous échappe, c'est cet étrange lien que vous avez établi avec lui. Alors que vous devriez sombrer dans la folie, la connexion qui s'est formée entre cette créature et vous fait frémir. Puis, l'être tourne de nouveau la tête et une seconde série de visions vous submerge. Votre oncle et votre grand-père, ami des Trémoth, avaient vu ce démon prendre la fuite lors de l'enterrement de son père, furieux de ne pas avoir pu se nourrir des entrailles de son géniteur. Les deux hommes n'ont pas voulu, ou pas pu, oublier la promesse qu'ils avaient faite. Ils avaient donc repris leur recherche et fini par localiser le monstre blafard, qu'ils avaient ensuite enfermé dans un vieux cimetière déjà réputé pour ses histoires macabres.
À tous les coups, vous avez trouvé cet endroit, et cette bête énorme, mi-hyène, mi-homme, ne s'est pas nourrie depuis très longtemps. Lorsque le lien psychique se brise, la créature pousse un long gémissement. Des filets de bave puantes s'échappent d'entre ses dents pointues. Vite, fuyez, mais où? Par la trappe? Vous pouvez aussi attendre sans bouger dans l'espoir que le jeune Trémoth vous prendra en pitié. Mais pourquoi vous voulez fuir? On est là pour crever, non? Pour discuter, non? C'est une discussion simple. Mais non, mais il se fait attendre. Mais à nous, les doublons d'or. Bah j'avoue, en vrai, on est là pour discuter. Je veux dire, au pire, on meurt, les gens, c'est pas grave, je reviens en arrière, vous inquiétez pas. Si on meurt là, on revient en arrière. Ok, allez. Si vous ne voulez pas finir vos jours dans les entrailles de cet être monstrueux engendré par la mort, la trappe constitue votre seule issue. Attends, quoi? J'ai pas dit qu'on... Ah non, excusez-moi, non, excusez-moi, 64, je me suis trompé. Excusez-moi. Vous restez figé, retenant votre souffle, tandis que Trémoth s'approche de vous. Il n'a pas l'intention de regagner sa demeure, attendant que vous périssiez pour pouvoir se nourrir, mais c'est un monstre craintif qui n'ose pas précipiter les choses. Face à votre immobilité, il se contente de fermer la porte de la crypte, qu'il bloque à l'aide d'une lourde dalle, avant de se retirer dans son domaine souterrain. Là, il pourra rêver de dévorer votre peau, vos os et vos dents, les griffes plantées dans vos entrailles. Vous n'hésitez pas à crier, à tenter de vous échapper, vous allez connaître des jours d'agonie, mais il a le temps. Car cette jeune goule, née dans le tombeau de sa mère, est très patiente. Fin. Bon bah du coup on tente l'autre, hein. Si vous ne voulez pas finir vos jours dans les entrailles de cet être monstrueux engendré par la mort, la trappe constitue votre seule issue. Dès que la créature s'éloigne de quelques pas, vous vous précipitez donc vers le trou et sautez sans hésitation dans l'abîme effrayante que vous avez dégagé. Tout vaut mieux que d'être dévoré. Vous chutez brutalement dans une spirale quasiment verticale dont les parois exaltent une puanteur indescriptible. En tentant de vous accrocher pour échapper à un atterrissage incertain, vous enfoncez vos doigts dans la sculpture glissante et vous avez l'impression que 1000 vers vous aspirent les phalanges, puis les mains et les jambes. Des rires retentissent tout autour de vous, émis par des silhouettes spectrales presque imperceptibles. Un instant, vous imaginez que cette cacophonie vient des condamnés, des sorcières et des sorciers, des voleurs et des escrocs qui, bien qu'ils aient la corde autour du cou, se moquent de vous. Un vivant parmi les morts, la chair fraîche pour assouvir leur faim éternelle. Vous les voyez se mouvoir entre les parois. Ils vous chuchotent des mots incompréhensibles comme s'ils s'exprimaient dans des langues antiques qui vous sont étrangères et menacent de vous rendre fou. Une seule échappatoire s'offre à vous. Vous libérer du mur gélatineux qui vous étreint pour vous jeter dans le vide. Sautez. Léviathan et Nodens vous attendent, et leur bienveillance est infiniment supérieure à celle des êtres revenus de l'enfer, car il ne s'agit pas de simples macabées moqueurs. La vérité est bien pire. Les gens, je pense qu'on va finir tôt. Hein. Ah, on est à la page avec Oscaro. Votre chute s'achève dans un cours d'eau fangeux, jus putrescent venu des entrailles de la tête, qui vous entraîne dans une sinistre nécropole souterraine creusée sous le cimetière, où grouillent par milliers des descendants de l'être nommé Trémoth, qui, plus animal qu'humain, a trouvé le moyen de procréer avec la vermine. À présent, sa progéniture peuple les catacombes, rongeant les os, dévorant la chair en putréfaction et attendant patiemment l'instant propice pour se déverser sur le monde. Incapable d'en supporter davantage, vous perdez connaissance. À l'hôpital, on vous raconte qu'on vous a trouvé, à l'aube, à moitié mort de froid, dans le port de Kingsport, cramponné à un morceau de bois providentiel. La nuit précédente, vous seriez apparemment égaré sur les falaises d'Orange Point, chose qu'ils ont déduite des empreintes de pas retrouvées dans la neige. Racontez-leur tout ce que vous avez vu,
ou gardez avec vous ces horribles secrets. Tout raconter, ne rien dire. Je pense que celui-là il va être assez court. Hein, je pense qu'on a suivi une direction complètement... Ne rien dire, très bien. Page 99. Je pense que ça va être une fin, les gens. Non? Incroyable. Vous ne faites aucun commentaire. Vous savez que rien de ce que vous direz ne correspondra à la réalité que le monde est prêt à accepter. Pendant qu'il vous interroge, vous vous perdez dans vos divagations, les yeux rivés sur la baie vitrée de l'hôpital, ouverte sur une mer de toits dont à peine 1 sur 5 peut être considéré comme véritablement ancien. Les rues vibrent du vacarme des tramways, des automobiles. Lorsque vous demandez où vous êtes, il répète avec insistance que la ville que vous voyez est Kingsport, ce que vous ne pouvez pas nier. Devant l'angoisse qui vous étreint lorsqu'ils vous apprennent que l'hôpital est situé près du vieux cimetière paroissial de Central Hill, il vous demande si vous souhaitez partir. Vous regardez à nouveau par la fenêtre. Vous vous souvenez de ce que vous avez vécu dans la sinistre nécropole et vous posez la même question. Si vous êtes prêt à affronter l'aura surnaturelle qui semble s'être installée dans la normalité de cette ville oubliée, peut-être qu'il vaut mieux tout oublier et repartir à Arkham. Continuer ou fuir, quoi. Ah, j'avoue que si on raconte quoi que ce soit, je pense que ça se finit. On commence enfin. J'avoue que ça fait 41 minutes qu'on se balade dans un cimetière. Les gens, je sais pas ce que vous voulez, mais... Le festival est passé. La ville se déploie sous vos yeux. C'est un enchevêtrement de maisons coloniales empinées les unes sur les autres, dans le plus grand désordre et sur de nombreux niveaux, tels des cubes de bois éparpillés par un enfant. Les ailes grises du temps qui passe semblent planer sur les toits et les lucarnes enneigées. Dans le crépuscule, les lanternes et les échoppes s'illuminent pour se joindre à Aldebaran encore, et aux étoiles primordiales. Quant à la mer, où votre peuple est venu, au temps jadis, d'où votre peuple est venu au temps jadis, elle déferle sans relâche sur les quais misérables. La fatigue que vous éprouvez est plus émotionnelle que physique, mais votre estomac crie famine, comme si vous n'aviez pas mangé depuis des jours. Oui, depuis la veille quoi en tout cas. Vous espérez qu'à un moment ou à un autre de la cérémonie à laquelle vous devez participer, la nourriture apparaîtra en abondance. Vous continuez donc votre chemin et vous aventurez au milieu des murs de pierre sombre de la ville, où une brise iodée fait osciller des enseignes grinçantes, des vieilles boutiques et des tavernes de marins. Elles sont toutes barricadées sauf une. On dirait une auberge sur le point de fermer bien qu'il soit encore tôt. Peut-être leur reste-t-il à manger et pourront-ils vous servir un repas. Et il se peut que vous ne soyez plus très loin de la maison des vôtres. Et qu'on vous y offre également de quoi vous sustenter. Bon bah c'est... Continuer ou auberge. Je pense que l'auberge c'est une idée de con. On a déjà perdu une journée, hein, je vous le dis. Allez, on continue. Page 49. Vous continuez de déambuler dans ce labyrinthe de ruelles en observant chaque détail. Les grotesques heurtoirs luisent sous les porches de long des venelles désertes, révélant la faible lumière qui s'échappe des étroites fenêtres aux rideaux baissés. Vous fouillez la poche intérieure de votre plus belle veste, qui doit être dégueulasse vu qu'on a traversé l'enfer, choisi pour l'occasion, pour en tirer le plan de la ville que vous aviez emporté. Vous y repérez la maison des vôtres. On vous a dit que qu'on vous reconnaîtrait et qu'on vous ferait bon accueil car la tradition l'exige et qu'ils vous attendent avec impatience. Pressant le pas, vous vous engagez dans Back Street pour rejoindre Circle Court avant de continuer dans Green Lane, l'unique chaussée pavée de la ville, qui débouche derrière le marché couvert. À votre grand étonnement, cette vieille carte est toujours d'actualité et vous ne rencontrez aucune difficulté. Cependant, on a dû vous mentir à Arkham en vous affirmant qu'il y avait des tramways. En tout cas, vous ne voyez pas le moindre câble dans le ciel. Quant au rail, il est possible qu'il soit caché par la neige. 14. Oh.
Vous vous réjouissez de devoir marcher car depuis la butte, la ville enneigée vous avait paru superbe. Lorsque vous atteignez enfin votre destination, vous êtes impatient de frapper à la porte des vôtres. La 7e maison sur la gauche dans Green Lane, avec son toit pointu et son premier étage en saillie, datant d'avant 1650. Vous devinez des lumières à l'intérieur. À en juger par les carreaux losangés des fenêtres, tout a été préservé comme il devait être autrefois. Peut-être trop. La partie supérieure surplombe la ruelle étroite, envahie par l'herbe, et frôle la partie en saillie de la maison d'en face. Les deux bâtisses forment presque un tunnel dans lequel vous vous engagez. Il n'y a pas de trottoir, et la double volée de marches à rampes en fer par lesquelles on accède à la porte surélevée et exempte de neige. Si vous souhaitez frapper à la porte, ou si vous préférez de voir qui vit dans la vieille maison. Ouais. Il y a un dessin. Pourquoi observer? Vous êtes fou, quoi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir? Putain, j'ai pas mis les votes qu'on double pour les subs, je suis désolé. Je vais les remettre. Observer, très bien. Attendez, je remets les comptes doubles pour les subs, voilà, c'est bien. Mieux vaut observer ce qui se passe à l'intérieur de la 7e maison de Green Lane depuis l'autre côté de la rue. Vous vous cachez derrière quelques arbustes car il y a de l'activité à plusieurs fenêtres, au rez-de-chaussée et dans les combles. Malgré la distance, vous entendez distinctement dans le silence de la nuit des murmures dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous jureriez qu'il s'agit d'une litanie entonnée à l'unisson par plusieurs personnes, une sorte de prière. Peut-être fait-elle partie d'une tradition propre à ce festival ? 71... Peu à peu, toutes les maisons de la rue éteignent leurs lumières et ouvrent leurs portes. L'obscurité s'empare de la ville et, en un bref instant, les étoiles brillent d'une intensité aveuglante. Depuis le firmament, Aldébaran vous observe en silence. Pour ne pas être vu, vous vous cachez sous un perron. Les voisins de votre oncle sont également conviés au festival. Vous ne le savez parce que vous entendez la porte de la maison s'ouvrir au-dessus de votre tête. Et plusieurs individus encapuchonnés descendent en file indienne. Les marches qui vous abritent avec la solennité d'une procession religieuse. Étrangement, vous ne distinguez pas le bruit de leurs pas. Leur démarche ondulante ne produit aucun son comme s'ils avançaient avec la discrétion d'un serpent. Vous pouvez rejoindre la procession et vous mêler à la foule, ou si vous êtes en possession du trapézoèdre, restez caché et observez. Ouais, j'ai le trapézoèdre. Ouais, je sais ce que c'est en fait, le trapézoèdre. J'en ai plusieurs. Déconcerté, vous cheminez au milieu d'une foule silencieuse. Vous êtes bousculé par des mains et des coudes qui vous paraissent surnaturellement mous, pressés par des poitrines et des ventres anormalement flasques, mais sans jamais voir le moindre visage ou entendre le moindre mot. Les étranges colonnes de pèlerins, de plus en plus nombreux, gravissent les pentes interminables. Ils convergent vers une sorte de carrefour où se rejoignent les ruelles étroites et lugubres qui mènent au sommet d'une haute colline au centre de la ville, couronnée par une grande église blanche. Si vous l'aviez aperçu depuis la crête sur la route, lorsque vous vous êtes arrêté pour contempler Kingsport dans les dernières lueurs du crépuscule. Vous l'aviez, pardon. Et déjà, vous aviez frémi en croyant voir Aldébaran trembler un instant, perché en équilibre au sommet de sa flèche fantomatique. À présent, c'est la foule qui vous y entraîne presque malgré vous. Vous êtes tellement imprégné par la force du groupe que vous n'avez pas d'autre choix que de vous abandonner à la musique infernale de ce silence absolu et vous laisser porter par le torrent d'énergie mystique que dégage l'interminable procession. Vous avez cessé d'être un pour faire partie d'un tout. L'église est entourée par un espace découvert. Il est constitué pour moitié d'un cimetière paroissial et encore un cimetière, pour l'autre d'une place à demi pavée, bordée de quelques maisons d'une antiquité malsaine, aux toits en croupe et aux pignons vacillants, dont le vent fouette et balaie la neige. Des feux follets virevoltent au-dessus des tombes, révélant un sinistre spectacle dépourvu d'ombre. De l'autre côté du cimetière, là où il n'y a plus d'habitation, vous voyez de nouveau les étoiles scintiller sur le port. Dans l'obscurité, la ville reste invisible. De temps à autre, une lanterne se ferait un chemin dans les ruelles serpentines trahissant un retardataire, courant pour attraper la foule silencieuse qui entre à présent dans l'église. Vous attendez que tout le monde ait fini de franchir le seuil pour éviter les bousculades.
Quelqu'un vous tire par la manche, mais vous êtes déterminé à n'entrer qu'en dernier, ou pas du tout. Pénétrez dans l'église ou, si vous préférez ne pas entrer, rendez-vous à la page correspondant au numéro de votre chambre à condition d'être en possession des clés de l'auberge. Well. Sans vraiment vous sentir maître de vos mouvements, vous franchissez le seuil de la gigantesque église qui domine Kingsport et pénétrez dans le temple obscur plein à craquer. Vous vous retournez pour jeter un dernier regard vers le monde extérieur alors que la phosphorescence du cimetière paroissial jette des reflets hideux sur la place pavée. Vous êtes saisi par un frisson. Bien que le vent glacé ait chassé la neige, il en reste encore quelques plaques qui semblent n'avoir été foulées par aucune empreinte, pas même les vôtres. Malgré toutes les lanternes et les torches qui ont pénétré dans l'église, il y fait très sombre, car la plupart des pèlerins ont déjà disparu. Il se ferait un chemin dans les travées et entre les bancs jusqu'à une ouverture béante au pied de la chaire, dans laquelle il se glisse sans faire le moindre bruit. Imprégné par l'esprit de la foule, vous avancez en silence. Vous les suivez sur des marches usées, plongeant dans une crypte obscure et étouffante. La queue de cette sinueuse procession est interminable. Tous ces corps encapuchonnés qui se contorsionnent pour entrer dans cette tombe d'âge vénérable sont horribles à voir. Vous remarquez ensuite que dans le sol de la crypte s'ouvre un autre trou, dans lequel le serpent humain s'insinue. Bien vite, vous empruntez un horrible escalier en colimaçon, humide, où flotte une odeur répugnante, dont les parois de pierre et de mortier effrité s'enfoncent dans les entrailles de la terre. Ça déchire. C'est une descente silencieuse, éprouvante. Au bout d'un moment, vous remarquez que les marches ont changé d'aspect comme si elles étaient taillées à même la roche. Vous êtes tenté de faire demi-tour, mais il est trop tard. Vous continuez, le cœur serré à l'idée que ces milliers de pieds ne produisent aucun son ni d'éveil d'écho. Après une marche interminable, vous remarquez quelques passages ou terriers latéraux provenant de sombres recoins inconnus pour déboucher dans le mystérieux boyau par lequel vous êtes descendu. Il ne tarde pas à se multiplier comme si vous étiez dans les catacombes à l'aspect menaçant, et l'âcre odeur de décomposition qui en émane devient tout à fait insupportable. Vous devez vous trouver maintenant dans les sous-bassements même de Kingsport. Vous frissonnez à l'idée que la ville puisse être aussi ancienne et gangrénée par un tel mal souterrain. Puis vous voyez l'opalin chatoiement d'une lumière pâle et entendez le clapotis insidieux d'eau ténébreuse. Un nouveau frisson vous parcourt. Ce qui se passe ne vous plaît pas du tout. Vous regrettez même que vos ancêtres vous aient convoqué à ce rite. Alors que les marches et les galeries s'élargissent, vous faites une autre découverte. Vous entendez la plainte grêle et moqueuse d'une flûte. Et soudain, s'étend devant vous le spectacle infini d'un monde souterrain. Un immense rivage couvert de champignons, éclairé par une colonne de flammes vertes et baigné par un large fleuve huileux venu d'abysses effroyables et insoupçonnés, pour s'unir au plus sombre gouffre d'un océan immémorial. C'en est trop pour votre psyché. L'espace d'un instant, vous pensez que vous allez vous évanouir. Si vous souhaitez rester avec les vôtres dans son nouveau royaume cauchemardesque, à moins que vous ne préfériez vous cacher dans un recoin des catacombes. Moi je dis, il faut aller jusqu'au bout. Vous qui voyez, mais je pense que fuir c'est la mort. En tant que MJ, je vous dirais que si vous fuyez là dans mon scénario, je vous tuerai. Mais c'est mon point de vue. Je n'ai pas écrit ce scénario, donc je ne suis pas la personne à suivre. Vous voyez ce que je veux dire? On continue, très bien. Ah, il y avait une super illu. C'était ça que je disais qui cliquait. En vrai, les illus sont vraiment cool. Elles rendent vraiment bien en vrai. À l'image, c'est un peu compliqué. Parce que c'est vraiment du noir et blanc, etc. Mais les impressions sont jolies. 96, les gens. Oh putain, il y a une autre illu qui déchire. À bout de force, pantelant, vous contemplez cet enfer sacrilège, mélange de feu lépreux et d'eau visqueuse. La foule encapuchonnée forme un demi-cercle autour de la colonne de flammes. C'est le rite de l'hiver, plus ancien que l'humanité est destinée à lui survivre. Le rite primitif du solstice et de la promesse du retour de printemps après les neiges. Le rite du feu et de la verdure éternelle, de la lumière et de la musique.
Et dans cette grotte stygienne, vous voyez les célébrants adorer la colonne de flammes nauséabonde en jetant dans l'eau des poignées de cette végétation gluante qui émet des lueurs vertes dans cette lueur chlorotique. Chlorotique, oui. Vous distinguez aussi une protubérance amorphe, accroupie à l'écart de la lumière qui tire de la flûte des sons infâmes. Et tandis que cette chose joue de son instrument, vous entendez des notes étouffées dans l'obscurité fétide, imperméable à votre regard. Chaque accord de cette musique impie, arrivant de la puanteur de la grotte, apporte en même temps la connaissance, le savoir blasphématoire de l'interdit qui, par vague, impose à votre esprit des révélations inacceptables pour votre raison. Mais ce qui vous effraie le plus, c'est que cette colonne ardente, jaillissant des profondeurs volcaniques, contrairement à une flamme normale, elle ne projette aucune ombre et recouvre la pierre nitreuse d'un infect vert de gris vénéneux. Cette combustion bouillonnante ne dégage aucune chaleur, seulement la moiteur de la mort et de la décomposition. Votre guide approche maintenant de la flamideuse et effectue de raides gestes cérémonials à l'intention des célébrants qui l'observent. À certaines étapes du rituel, la foule se prosterne en signe de respect, surtout lorsque votre oncle révèle au-dessus de sa tête l'odieux Necronomicon qu'il a apporté. Yogi, Yogu, Yogu, Yogi, Yogg-Sothoth. Le festival continue, page 106. Mais on enchaîne les illus, c'est trop bien. Vous vous sentez contraint de vous prosterner à votre tour puisque vous avez été convoqué à cette cérémonie par les lettres de vos ancêtres. Qui êtes-vous pour refuser la destinée de votre lignée ? Le vieil homme encapuchonné qui préside l'homélie, impie, adresse un signe au joueur de flûte à peine visible dans l'obscurité. Celui-ci abandonne sa plainte lancinante pour une autre plus forte, convoquant de la sorte une nouvelle horreur, aussi inattendue qu'inimaginable. Vous manquez de vous effronder sur le sol couvert de lichen, en proie à une terreur qui ne doit rien à ce monde ou à d'autres mondes, mais tout aux espaces insensés séparant les étoiles. Surgissant des ténèbres qui s'étendent par-delà la lueur gangréneuse de cette flamme froide, jaillissant des étendues infernales traversées par les flots huileux de cet étrange fleuve, arrive alors, battant des ailes en rythme, une horde de créatures hybrides, dressées, qu'aucun œil ni aucun esprit sain n'a jamais contemplées. Ce ne sont ni tout à fait des corbeaux, ni tout à fait des taupes, des vautours, des fourmis, des chauves-souris ou des êtres humains en décomposition, mais des choses qui échappent et doivent échapper à votre entendement. Elles sautillent mollement, maladroitement, moitié avec leurs pieds palmés et moitié avec leurs ailes membraneuses. Lorsqu'elles atteignent la foule des célébrants, les silhouettes encapuchonnées les attrapent, les enfourchent et s'éloignent, les unes après les autres, dans les profondeurs de ce fleuve ténébreux vers des fosses et des galeries, où des sources empoisonnées alimentent l'horrible flot tumultueux de sombres cataractes. Et maintenant, c'est votre tour. Le moment est venu pour vous de chevaucher ces êtres étranges, à moins que vous voulez imiter les autres et grimper sur le trot, ou vous refusez de succomber. Voilà, c'est encore la même. Continuez à fuir. Je vous montre les créatures quand même. En vrai, elles sont cute. Il y a un petit côté, je sais pas, elles sont cute. Non mais elles sont cute. Ok, on continue, c'est parti mon kiki, on monte. Allez, à cheval! Vous grimpez sur l'un des deux monstres ailés pour vous accrocher sur son dos osseux, les doigts plantés dans une peau écailleuse, translucide et étonnamment molle. Aussitôt, l'homme qui est censé être votre oncle vous rejoint. Vous distinguez nettement la montre attachée à sa tunique. Nul doute qu'elle est identique à celle du portrait du fondateur de votre lignée, votre arrière-grand-père, qui trône encore dans la maison familiale, le premier des vôtres à s'être installé à Kingsport, vénéré dans votre foyer depuis toujours à chaque solstice. Vous êtes certain qu'il s'agit de la même montre, au motif géométrique unique, avec laquelle votre ancêtre a été enterré. Ce qui vous terrifierait si vous n'aviez pas déjà perdu toute raison en vous résignant à admettre l'existence de la créature qui se tortille sous vos cuisses. Vous ne tardez pas à atteindre une esplanade encore plus reculée, d'où rayonnent d'étroites galeries par lesquelles des dizaines, des centaines de membres de votre peuple ne cessent d'apparaître. Encapuchonnés, ils s'expriment tous dans la même langue que vous commencez à comprendre, comme si elle était restée tapie en vous, endormie, jusqu'à ce soir.
Vous vous regardez... Attends. Tous vous regardent en s'inclinant légèrement et vous ressentez l'accueil, le respect et l'honneur de votre race. Un sentiment de suprématie et de puissance vous envahit, comme si vous étiez destiné à les guider, à les diriger, à les gouverner même. C'est une très bonne fin, ça. Au centre de l'esplanade se dresse un majestueux hôtel relié à une fosse d'où émane, quoique faiblement, cette même flamme iridescente d'un verre de gris vénéneux. Sur l'autel repose un cercueil de verre. Votre parent s'en approche et soulève au-dessus de sa tête l'indicible Necronomicon, prononçant des paroles impies qui vous semblent maintenant familières et que tout se répète tandis que la flamme s'intensifie pour s'élever jusqu'à toucher les étoiles. Vous êtes le seul à rester impassible devant ce spectacle, car votre âme et votre esprit se transcendent peu à peu. Devant vous, votre destin se libère, il n'y a plus de doute. Vous êtes l'héritier de cette lignée, l'élu, choisi pour perpétuer l'existence de votre peuple afin que tous les secrets du monde originel ne sombrent jamais dans l'oubli. Vous êtes le continuateur, celui qui est venu en cette nuit, comme l'exige la tradition. Votre aïeul, dont vous ne vous doutez plus qu'il est bien votre arrière-arrière-arrière-grand-père, celui-là même dont le portrait est accroché au mur de votre maison, vous invite à le rejoindre. Vous savez ce qu'il adviendra si vous obéissez. Vous laisserez derrière vous tout ce que vous connaissiez jusqu'ici. Vous oublierez l'humanité même. Vous abandonnerez la forme humaine qui protège la Terre de l'extermination et vous permettrez que les éons lointains, l'origine même de votre être, germent à travers vous. Vous montez sur l'autel et acceptez votre héritage, vous refusez de le pantin d'une destinée que vous n'avez pas choisie. Bon, les gens, continuez à fuir. Je pense qu'on est tous d'accord qu'on va continuer. Hein. Il y a encore une illu. À peine êtes-vous monté sur l'autel qu'on vous enfile la tunique de toile confectionnée dans la maison de Green Lane par la fileuse qui s'affaire à son rouet depuis des siècles. Elle est faite d'une étoffe différente, plus ample et plus dense que celle des autres adorateurs venus des confins les plus reculés de cette planète d'esclaves. D'un même mouvement, les fils d'êtres convoqués des quatre coins du cosmos s'inclinent devant l'autel et commencent à murmurer « Gonun, Gonun, Fanavampa, Drugsgon Deged Van Dun Signa » Je fais au mieux, hein. Toujours à vos côtés, la vieille femme vous tend un morceau de tissu semblable à un mouchoir brodé d'étranges formes géométriques. Et vous connaissez les symboles qui ornent vous reconnaissez les symboles qui ornent la montre du portrait. Elle vous pose ensuite un masque de cire sur la figure, réplique de ce qui sera bientôt votre ancien visage. Après vous avoir ganté les mains, elle vous conduit jusqu'au cercueil de verre qui trône au bord de la fosse. Là vous attend l'actuel grand prêtre, votre ancien, à l'origine de la lignée que vous devez désormais perpétuer. Trop bien. En vrai, les élus sont vraiment cool. On entre dans le cercueil. Vous entrez dans le cercueil de verre pour vous allonger sur la flamme irisée. Peu à peu, elle vous enveloppe, de plus en plus étincelante pour provoquer votre métamorphose. Les descendants des dieux extérieurs ont cessé de chuchoter. Ils émettent les sons creux de leur langue jusqu'à ce que la colonne de feu s'élève pour atteindre les cieux au-delà des éons. Baigné dans la lumière, vous n'éprouvez plus qu'une souffrance indicible, la putréfaction de la chair qui vous a accompagné sur Terre, le salut de votre être. Ah non, c'est Azathoth, je suis con. La cérémonie de transcendance est terminée. L'éclat verdâtre, forgé dans les étoiles les plus brillantes, s'est insinué en vous, éliminant tout vestige de l'infime vie antérieure qui dissimulait et emprisonnait votre destin de grand prêtre de votre peuple pour les millénaires à venir. Vous avez atteint l'origine même de la création et cessé d'habiter une race inférieure pour accéder à la pleine connaissance. Votre corps n'est plus constitué d'os, ni de la peau qui recouvre l'humain méprisable que vous étiez, un être qui ne vous inspire plus que le dégoût et pitié. Vous êtes la semence des étoiles, l'intelligence suprême chargée de maintenir le contact entre l'abîme extérieur et les entrailles du lieu choisi pour abriter les descendants des colons extérieurs. Vous êtes le ferment qui marchera dans les ténèbres et protégera votre race dans son combat perpétuel avec les yeux très anciens. Quand vous vous leverez, vous ferez trembler le monde en semant la folie de Nyarlathotep. Les villes tomberont sous la colère de Cthulhu et les êtres vivants brûleront dans le bouillon ardent de la flamme vivante. Tout cela sous le regard indifférent du maudit Azathoth.
Félicitations, point d'interrogation, fin. Il y a vraiment marqué félicitations, point d'interrogation. Moi j'estime qu'on a la best fin. On a vu Azathoth, on a aidé Azathoth. En vrai c'était très cool. J'ai vraiment bien aimé. Il était très différent et tout le début était vraiment très différent. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs. Je pense que c'est la meilleure fin. Pour le coup, on a eu la meilleure fin. Très sympa. Franchement, très très sympa. Il est temps, mesdames et messieurs, de vous le faire gagner. A plus YouTube, n'oubliez pas d'aller voir tous les autres. Et le prochain qu'on fera, alors c'est pas tout de suite, mais le prochain qu'on fera, c'est celui-là. Survivre à R'lyeh, ça sera un seul live parce que c'est un gros bouquin et là il y aura des lancers de dés, des trucs et tout, ça va être un petit peu plus poussé, il y aura une fiche perso et tout, enfin bref, ça va être trop cool, mais ça sera une prochaine fois et vous l'aurez à gagner bien sûr. Bon, à plus YouTube et nous on va faire un lancer de dés, un lancer de billes.